Merci d'être là. Donc avant l'introduction, je vais vous présenter un petit film, puisque aujourd'hui c'est les apéros, et simplement pour ceux qui ne connaissent pas les apéros, vous montrer ce que c'est. Pour moi, l'apéro, c'est des rencontres, c'est l'innovation, c'est collaboratif et c'est parler de territoire. L'apéro, c'est ça. Le projet est écrit, mais tout reste à construire. Voilà, donc bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette belle cave de Saint-Pourçain, pour cet apéro, qui est le troisième du nom pour organiser par Connecting Bourbon. Le apéro, comme vous l'avez pu voir, ça existe depuis 2 ans, initialement créé par ce qu'on appelait Auvergne Nouveau Monde, qui a été changé en Marque Auvergne. Ensuite, qui ont été faits sur Moulins par une association qui s'appelle Bouge-toi Moulins pendant 1 an. Et puis repris depuis peu par Connecting Bourbon. Donc Connecting Bourbon est une association qu'on a créée il y a à peu près 6 mois, en avril, dont le but c'est de rassembler, de faire de la collaboration entre des porteurs de projets, des acteurs économiques, et on anime aussi le coworking de Moulins. Donc les apéros rentrent vraiment dans cette idée, puisque c'est de partager l'optimisme de chacun de nous, de chacun des Auvergnats. Donc ce soir, on va avoir différentes personnes qui vont venir pitcher, qui vont partager soit leur projet, leur idée, leur passion, autour de la ficelle, du thème de la ficelle numérique. Pourquoi la ficelle numérique? Puisqu'on avait fait, il y a 2 mois, une réunion ici, sous l'égide de Bernard Coulon, autour du numérique, avec maintenant Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui est le nouveau nom du comité d'expansion économique de l'année. Les 2 sont très longs. Philippe, tu rigoles un peu. Aura Entreprise peut-être. Voilà, et donc on a décidé à ce moment-là de faire quelque chose autour du numérique, mais aussi comme on était dans cette belle cave, c'était le moment, un mois avant le lancement de la ficelle, ça nous semblait tout à fait logique de faire ce lien autour de ça. Donc avant, je vais quand même remercier, alors Bernard Coulon malheureusement ne peut pas être présent puisqu'il est grippé, donc je voulais le remercier, mais il y a une personne de son équipe qui pourra venir après partager. Aussi bien sûr Philippe, que je voudrais remercier pour le rôle de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui nous a très fortement aidé à organiser cette apéro. Voilà. Le principe, c'est qu'on va avoir différents pitchers qui vont venir dans à peu près 5 minutes. On va essayer de les faire tenir dans les 5 minutes. Une petite session de questions s'il y en a, et on va aller comme ça, il y en a à peu près 8. À la fin, l'idée, c'est d'ouvrir la parole aussi à chacun de nous, de vous. Si quelqu'un veut partager, pris dans l'élan de l'optimisme, veut partager une idée, il est le bienvenu. À la fin, on aura un apéro autour de la ficelle, offert par Christian Bigot de la Cave, on le remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Donc j'appelle le premier... Juste avant, une phrase que j'aime bien, les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible.
Aujourd'hui, on en a un petit peu besoin parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent au niveau de la société. On entend beaucoup du numérique parce que c'est le thème aujourd'hui. Le numérique fait peur, mais je pense que justement les gens qui sont optimistes dans le numérique voient beaucoup d'opportunités et c'est ce qu'on veut partager aujourd'hui. Christian. Merci. C'est toi. Merci à vous tous d'être présents dans cette cave. J'espère qu'on aura le plaisir de vous y revoir régulièrement. Ça fait toujours plaisir. Pour la cave, l'impact des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et bien d'autres, c'est sur notre territoire un vecteur de communication et de développement incontournable. Et la cave l'exploite dans une stratégie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'être présent sur le réseau social parce que ça rappelle que vous êtes présent. C'est-à-dire qu'on vous parlez de vous et le fait de faire bouger, de faire de la dynamique de la communication, on se dit tiens, ils sont là, on les avait oubliés, mais ils sont là. Pouvoir communiquer, donc à l'instant T, ça on le sait tous, sur nos diverses activités de la cave. Donc je pense que nous, on communique sur les vendanges, les vinifications, mais aussi sur des manifestations. Donc au niveau de sortie de la ficelle, Fringance, qui est une cuvée effervescente là, qui vient de sortir, il y a eu pas mal de lancement de cuvées, communication sur les résultats des concours. Donc là, on met en avant le côté qualitatif, les médailles, des choses comme ça. Pour des actions de promotion. Donc on mène des promotions comme sur la communauté de communes ici, mais aussi sur le département, mais aussi sur la région complète, le national, et voire à l'exportation, puisqu'on fait des salons à Provence. Donc tout ça, c'est communiqué sur les réseaux sociaux, et le fait, c'est d'avoir une visibilité partout. En fait, on peut communiquer sur les réseaux sociaux depuis n'importe où sur la planète entière. Et cela avec une réactivité pratiquement immédiate. Les réseaux sociaux pour nous permettre de montrer que vous êtes toujours présent en occupant la toile et en recevant des commentaires, des questions. Il est très important d'y répondre pour ma part, en échangeant ainsi des avis et des opinions avec les internautes qui sont de plus en plus nombreux et actifs, attentifs et exigeants. Cela nous a permis de créer un noyau dur au niveau de la cave, autour de notre page, qui est aujourd'hui notre premier cercle de diffusion avant de partir en partage, commentaires et en gel. En moyenne, une diffusion de la cave représente 800 personnes atteintes en quelques heures. Ainsi, vous pouvez, par les réseaux sociaux, s'exprimer, échanger, mobiliser, impacter, commercialiser. Et cela avec un coût financier pratiquement nul. Il faut simplement y consacrer du temps pour faire vivre les différents réseaux sociaux et y mener des opérations de marketing. Pour info, sur la page principale de la cave, nous avons à ce jour 16 000 followers. Et à l'occasion de notre 30e ficelle, cette année, j'ai publié 24 posts sur une quinzaine de jours qui ont touché plus de 20 000 personnes, avec 446 j'aime et 367 commentaires. Et tout cela en communication naturelle, j'insiste. En parallèle de cela, nous avons depuis la sortie de la ficelle, le 2 décembre dernier, enregistré une soixantaine de commandes sur notre site de vin La Ficelle via notre site e-commerce. Et là, je suis intimement persuadé du relationnel entre le fait de communiquer sur les réseaux sociaux et du retour de commandes que l'on peut avoir. Pour moi, c'est clair que c'est une cause à effet. Aujourd'hui, notre boutique en ligne développe plus de 80 000 € de chiffre d'affaires par an. Et nous sommes en progression permanente. À l'échelle des collectivités, vous les élus, vous devez vous intéresser à la manière de s'exprimer et d'utiliser les réseaux sociaux. Car nous avons pu tous constater l'importance des réseaux sociaux, par exemple sur la campagne de l'élection présidentielle aux États-Unis et l'impact qui a complètement bouleversé le résultat escompté. Ce processus de communication vise donc à ce que nous tous, commerçants, artisans, collectivités, prenions une place prépondérante sur notre territoire. Ce partage de compétences oblige à mieux communiquer, mais également et surtout à être en contact direct avec les internautes que nous devons écouter et comprendre pour mieux répondre à leurs attentes.
Cette nécessité d'intégrer une démarche marketing territoriale des réseaux sociaux est pour ma part incontournable pour le développement et le rayonnement de nos affaires et de notre communauté de communes. Il y a une forte demande des usagers et de la population rurale en particulier qui attendent plus d'informations et de communication sur notre secteur. De fait, les enjeux pour les collectivités territoriales comme pour nous sont de mieux approcher les citoyens, de mieux les informer des décisions, des organismes publics et privés, des événements sportifs ou culturels à venir et visant les particuliers, les touristes, les entreprises locales. Communiquer ainsi pour promouvoir l'image de notre collectivité afin d'attirer de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises et des investisseurs sur notre territoire de la communauté de communes de Saint-Pourçain-sur-Sion. L'attractivité des territoires via le marketing territorial amène aujourd'hui à plusieurs pistes de communication qui sont certaines à l'ordre du jour dans les projets de la Comcom et de la région. Et là-dessus, on a les projets qui comprennent de l'œnotourisme, donc via notre vignoble de 600 hectares et notre vin AOC Saint-Pourçain qui commercialise 3 millions de bouteilles par an. Plus d'hébergement, avec une salle des congrès à forte capacité afin d'éviter des replis sur Moulins ou Vichy. De la communauté sur le plan national et international afin d'attirer plus de touristes pour le développement commercial local. Une gastronomie plus adaptée en local pour une mise en valeur des vins et du vignoble. Créer une demande sur l'appellation Saint-Pourçain en France, mais surtout à l'étranger. Ça, c'est une chose que j'ai vraiment envie de voir se développer, c'est-à-dire que le Saint-Pourçain soit connu dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un étranger me dit, vous vendez quoi comme vin du Saint-Pourçain? C'est quoi? C'est où? Voilà. Si effectivement les médias pouvaient nous aider à faire connaître notre appellation et nous situer comme on sait le faire pour la Champagne, la Bourgogne ou les Bordeaux, voilà. C'est un gros challenge, mais voilà. Hier, j'ai reçu un courrier de notre fédération Coupe de France. Et c'est marrant, hein, parce que comme objet, ils intitulent « Communiquer sur le web, un nouveau service pour toutes les coopératives dans les grandes lignes ». Nous devons l'intégrer. C'est désormais sur le web que se construit massivement l'opinion publique. Donc le voilà le document. Et toutes les caves coopératives de France l'ont reçu. Et donc il reprend en ligne tous les impacts, tous les réseaux sociaux, des chiffres, etc. et la manière de mener des campagnes de communication. Donc on est bien dans le vrai, on est bien dans le réel. Je vous remercie de votre attention. Merci Christian, et c'est vrai que moi je suis beaucoup toute l'histoire de la cave sur les réseaux sociaux. J'ai aussi suivi toute votre escapade sur Paris pour présenter la ficelle. Donc c'est effectivement, au-delà de communiquer sur la vente des produits, ça rend les choses beaucoup plus humaines et permettent justement de faire vivre la vraie vie en fait de ce que les gens peuvent voir. Donc la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est plus une option, ça fait partie de notre vie, comme on va regarder la télé, on a le téléphone, etc. C'est quelque chose qui est très important. J'en discutais tout à l'heure avec Pierre Cornier. Le problème, c'est qu'on est heurté maintenant au problème d'infrastructure. On le sait, pour avoir des réseaux, pour pouvoir se connecter, c'est bien de tout digitaliser et d'être présent sur les réseaux. Encore faut-il pouvoir se connecter à peu près partout. Donc effectivement, il y a des besoins à ce niveau-là. Donc là, on a vu un aspect... Je ne sais pas s'il y a des questions pour Christian. De toute façon, pourront aussi être posées après autour d'un verre. Donc là, on a vu comment la tradition, puisque le vin de Saint-Pourçain, c'est l'un des premiers vins de France, c'est là, le vin des rois, donc avec quelques siècles d'existence, comment il y a ce mouvement vers le digital, vers le numérique. Et donc là, je vais demander à Baptiste de venir, on va faire le chemin inverse. Comment le numérique va pouvoir adresser un peu plus la tradition. Merci. Ce côté. Merci. Bonjour, donc moi c'est Baptiste Moreau. J'ai créé une entreprise et une petite application, Winamity, il y a 6 mois. On a aujourd'hui identifié toutes les problématiques que vous avez citées. Donc c'est très bien de passer juste après vous parce que j'ai vu exactement toutes les réponses qu'on essaye d'apporter à la personne comme vous. Mais il y a un autre problème, c'est que vous avez déjà fait ce chemin-là et donc je ne vais pas pouvoir vous vendre grand-chose. Ça embête un peu. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait ce chemin-là. Et donc ça va, je garde un peu d'espoir. Notre application Winamity, donc
Donc là, c'est une petite présentation. Je vais expliquer l'aspect pour l'utilisateur final, pas tant pour le professionnel, mais vraiment cette application-là qui est notre outil de communication, comment est-ce qu'elle fonctionne et sur quoi on s'est basé, pourquoi on a utilisé ces paramètres-là. C'est une présentation que j'ai fait spécifiquement pour ce soir, donc tout n'est pas complètement réel, n'est pas adapté à votre speaker, mais tout a été vraiment pensé pour vous le présenter. Donc c'est une application mobile qui est gratuite, qui est disponible depuis 3 mois sur l'ensemble des stores. Ça fait 3 mois aujourd'hui parce qu'on a sorti le 20 septembre. On essaye de faire quelque chose tous les 20, comme on fait les vendredis et le calendrier de l'Avent. On travaille un peu là-dessus, donc la communication, hein, c'est notre job. On essaye d'en faire un maximum et de tirer toutes les ficelles qu'on puisse utiliser. Notre marché est basé donc sur le vin. Hein. Le vin, je ne vais pas en parler aussi bien que vous, c'est 8 millions d'euros sur le marché français il y a peu de temps. 40 000 points de vente, 10 000 caves, 38 000 négociants, 49 000 viticulteurs, 5 000 cavistes selon la fédération des épiceries, donc il y en a certainement beaucoup plus que ça, et 1000 bars à vin. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de proposer aux consommateurs et aux professionnels de se retrouver et de pouvoir échanger, non pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle. Beaucoup de professionnels font des événements, proposent d'inviter, de faire des soirées de dégustation et de faire venir des nouveaux clients et ne savent pas vraiment comment le faire et ont du mal souvent à le faire. Nous, notre objectif, c'est d'arriver justement à faire ce lien entre le professionnel et le consommateur. En utilisant une méthode qui n'est pas nouvelle, mais qui est celle d'étudier les goûts du consommateur et proposer au consommateur, au fur et à mesure, des professionnels qui vont répondre à ses besoins et à ses souhaits personnels. Donc typiquement, dans notre application, si vous ne buvez que du vin naturel, au fur et à mesure, l'application va supprimer tous les professionnels qui ne vous vendront pas de vin naturel. Parce que vous, en tant que consommateur, vous ne voulez pas de vin naturel, vous ne voulez que du vin naturel, donc l'application, contrairement à Google qui va essayer de vous vendre tout et n'importe quoi, surtout parce qu'on les paye pour ça, nous, notre but, c'est de mettre en avant des professionnels qui vont vraiment pouvoir répondre à l'utilisateur final. Donc, cas pratique, hein, typiquement, on va considérer que j'ai découvert ce vin-là, qui est un Côte de Goude, lors d'un after-work. Il était accompagné de charcuterie parce que le contexte et les mets qui étaient associés sont importants. Je l'ai noté à 5 étoiles parce que j'ai vraiment passé un bon moment et que j'ai trouvé ce vin très intéressant. J'ai noté ce deuxième vin qui est un vin italien, certainement que certains d'entre vous connaissent. C'était une dégustation, il était accompagné de Caspaccio. Alors c'est pas l'idéal pour ce vin-là, mais je trouvais que ça sonnait bien. J'ai trouvé aussi ce vin très intéressant, j'ai mis 5 étoiles. Le Beaujolais nouveau, je l'ai trouvé moins intéressant. C'était un apéro, une charcuterie sur Lyon, et je lui ai mis que 4 étoiles, on la voit pas bien celle-là. Et après j'ai découvert celui-ci, qui est un vin australien. C'était lors d'une dégustation, il était accompagné de vin maturé, et j'ai vraiment pas apprécié ce vin-là. Moi, en tant que consommateur, je ne sais pas pourquoi j'ai aimé ce vin ou j'ai pas aimé ce vin. Par contre, c'est les informations que j'ai données à l'application. L'application, quand je la démarre, elle me dit « Bon, ce soir, ok, vous voulez quoi ?» Ce soir, je souhaite simplement boire un coup, partager un bon moment et pas trop loin de chez moi. Voilà. C'est le contexte de base. Et donc l'application, elle va me dire « Ce soir, le seul endroit où il faut être, c'est à l'apéro. » Parce que j'ai bien aimé passer du temps avec des copains, j'ai bien aimé partager lors d'apéro, un after-work, etc. Donc c'est une ambiance qui me correspond. J'ai une compatibilité qui est à 87% sur ce type d'événement. Et avec la ficelle, forcément, j'ai une compatibilité à 95%. Je vois pas les 5 étoiles. Et non, parce que c'est une proposition de l'application, j'y suis pas encore allé, et j'ai pas encore goûté ça. C'est demain qu'il y aura les 5 étoiles. L'application, elle ne fait pas que me mettre en avant cet événement-là. L'événement est gratuit, donc pour l'outil, il n'y a pas un grand intérêt à mettre celui-là en avant. Par contre, il y a un intérêt pour l'utilisateur final, et il y a un intérêt pour les personnes qui vont organiser cet événement-là. Donc eux, ils vont pouvoir toucher des personnes en sachant que moi, quand je vais m'inscrire, les responsables de l'événement vont savoir que j'ai 95% d'affinité avec ce vin-là parce que j'aime plus ce genre de vin, je préfère ces cépages-là, j'aime ces ambiances et ça fait des informations qui vont remonter forcément en amont de l'événement aux différents professionnels que vous êtes qui me trouveront ce soir à cet événement.
Donc on en revient à le professionnel, quel est son intérêt, parce qu'on a vu les intérêts du consommateur. Le professionnel, il va retrouver des prospects qui sont super qualifiés, parce que forcément, on passe notre temps à étudier les goûts de nos consommateurs, et donc forcément, on va savoir ce qu'ils achètent comme vin, à quelle fréquence, sur quel tarif, et où ils se trouvent, typiquement. Un canal de diffusion qui est spécialisé, parce que forcément, on ne parle que de vin, et on parle du vin à des personnes qui aiment le vin ou qui souhaitent s'éduquer au vin. Une communication ciblée, une présence en ligne qui est gratuite, parce qu'à la base, pour le professionnel, être présent en ligne, c'est gratuit. Après, toutes les opérations de communication, forcément, dans notre modèle économique, ce n'est pas le consommateur qui va acheter du vin, c'est le professionnel qui va lui en vendre. Et c'est là que nous, on a un intérêt, c'est de pouvoir apporter un bon service aux consommateurs pour qu'il y ait un maximum de professionnels qui souhaitent vendre via notre application. Pour les pros, parce qu'il y a quand même une communication qui est différente entre le pro et les pros, les pros ils vont avoir la possibilité de gérer leur filière dans son ensemble, avoir une communication automatisée sur un secteur, pouvoir mettre en place des campagnes de no-tourisme globales et pouvoir toucher une cible clientèle plus importante et avoir une vraie communication auprès de différents consommateurs et une gestion auprès de différents professionnels qui sera automatiquement mutualisée. Et donc, qui dit mutualisation des coûts, forcément, si on communique, si on arrive avec 250 événements par an, ça coûte moins cher que si on a 250 professionnels qui viennent pour un événement par an. Ce qui est tout à fait logique. Je vous remercie. Merci Baptiste. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'adore le vin, mais je ne m'y connais pas beaucoup. Et peut-être faire un stage à 5%, mais au moins ça me permettra justement de définir quel est le vin que j'aime, avec quel type de métier. Et je pense que 5% va souvent sortir. On va passer aux questions, mais j'aimerais une réaction de Christian à chaud, puisque tu es la cible. Oui, Non, mais j'ai travaillé pour ce soir. et donc le commun des mortels, quand il va venir sur le site, ça va lui cibler donc son vin. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va avancer. Donc j'imagine qu'il doit remplir plein d'éléments pour justement dire ce qu'il aime, ce qu'il connaît, ce qu'il... Il y a aussi un élément prix aussi, non? Parce que là, on n'a pas fait... Oui, évidemment, il y a un élément prix, mais alors, il y a différentes choses. Les premiers formulaires qui vont permettre d'analyser les goûts du consommateur, on est parti sur quel type de chocolat aimez-vous? Le chocolat noir, le chocolat aux noisettes, le chocolat aux fruits, le chocolat blanc. Et au fur et à mesure, on essaie d'analyser le palais du consommateur sans lui demander quel cépage il aime. Et petit à petit, quand il participe à des événements, quand il note des vins, petit à petit, on apprend de ses goûts et on travaille vraiment sur son rapport avec les cépages, avec les vignes, avec les vins. Et on essaye de comprendre l'impact du prix sur le goût du consommateur. Donc on travaille avec un œnologue caviste sur Clermont qui nous remet régulièrement à notre page blanche sur l'analyse de l'algorithme. Les dégustations là, que vous avez présentées, c'était à l'aveugle ou pas? Pas du tout. Non, c'était pas... Ça change un peu la donne. Mais je pense que ça change la donne. Après, je pense aussi que si vous faites une dégustation à l'aveugle, c'est pas la même chose que si vous êtes sur votre terrasse en train de boire un vin avec des copains. Si vous faites une dégustation à l'aveugle, vous apprécierez pas le même vin dans les mêmes conditions que si vous êtes à un apéro. C'est souvent pas les mêmes vins. Et la façon d'appréhender, moi personnellement, j'y connaissais, avant de commencer, j'y connaissais strictement rien en vin. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'y connais beaucoup, mais j'ai compris qu'un vin, on l'apprécie différemment en fonction du contexte, en fonction du mets, en fonction des amis avec qui on le partage. Et on a essayé de prendre en considération tout ça dans notre algorithme. L'activité est naissante. On a lancé notre application le 20 septembre. On a sorti déjà, on sort une version par semaine à peu près. On évolue énormément, notre algorithme est loin d'être finalisé, on n'a pas suffisamment d'utilisateurs pour avoir quelque chose qui soit super performant, mais on travaille tous les jours dessus, on est 5 à temps plein, et on évolue et on fait en sorte que l'application va évoluer au fil du temps. Mais les dégustations à l'aveugle, c'est pris en considération dans notre algorithme, la condition dans laquelle vous buvez votre vin. À la base, l'idée c'était un vin que je mets en 5 sur 5,
Et alors que j'ai trouvé que la viande qui l'accompagnait était dégueulasse et que la soirée était vraiment pourrie, on va minimiser légèrement cette note-là par rapport à un vin où on va mettre 3 sur 5, mais on a passé une super soirée avec des copains. Parce que le vin a plus d'impact. Voilà. Je vais être obligé de te couper 5 minutes. Si vous avez des questions, bien sûr, juste après, autour d'un vin. Moi, j'en avais aussi des questions, mais je ne vais pas les poser parce que sinon, on va être complètement... Merci. Merci, Baptiste. C'est bien, c'était avec Christian, je n'avais pas trop le fil et il me l'a créé. Donc, comme il dit, c'est bien le vin, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi avec Baptiste. Il y a les produits autour, il faut manger, il faut déguster d'autres produits. Donc ça tombe bien parce que le pitcher suivant, donc Philippe Pionin, donc, est responsable du comité de promotion des produits de la ville. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire quand même sur le comité de promotion, parce que vous ne connaissez peut-être pas forcément cet organisme. C'est un organisme qui a été créé par le Conseil général en 2002. L'objectif, c'était de faire de cette structure, de lui donner les moyens de valoriser les productions locales et de mettre en œuvre une politique de promotion active autour des professionnels du monde agricole et agroalimentaire. Donc aujourd'hui, le CDPA est intégré à une nouvelle agence régionale de développement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, au titre du comité d'expansion SOSAC. Alors après, je vais vous parler un petit peu de la notion de produit de laitier. Qu'est-ce qu'un produit laitier? Le produit laitier, c'est d'abord une marque collective qui était déposée à l'ANPI et qui regroupe les produits dont les matières premières sont issues du territoire, dont la transformation s'effectue aussi sur le territoire de l'Allier. Donc c'est le bel exemple, c'est évidemment les 25%, je ne peux pas dire le contraire, nous sommes alignés des vignerons. Un bel exemple aussi, c'est le charolais du Bourbonnais, qui est la Belle Rouge IGP, mais sont aussi admis dans la marque des produits d'Allier, ceux qui sont simplement élaborés sur le territoire. À l'exemple des biscuits du Cygne, c'est une pâtisserie qui est aussi sur 5%, ou le saumon fumé du fumage artisanal du Sichon, c'est bien de saison. Alors, les actions du CDPA, ce sont évidemment des salons, la présence sur des salons professionnels et grand public, et des événementiels. Il y a 25 dates à peu près par an, c'est quand même assez conséquent, et il y a plus de 60 jours de présence sur ces salons. Donc la création de projets également qui génèrent un chiffre d'affaires additionnel, j'en citerai quelques-uns, simplement les relais des produits laitiers, l'Allier Box, les opérations commerciales en grande surface et la charte des produits laitiers en restauration collective. On gère également les relations de presse et les partenariats. Bon, alors pour illustrer un peu le thème du jour, je vais vous présenter 3 exemples. En 2008, le comité de promotion a créé un site internet. Un site internet, mais qui n'était pas comme les autres. C'était d'abord une web TV. Donc c'était assez innovant à l'époque. On présente évidemment tout ce qu'il y a au sein du comité de promotion, donc les actualités, les grandes filières qualité, tous les membres, les relais des produits, donc nos projets et les recettes de cuisine. Donc c'était assez innovant parce qu'on a mis cet outil au service de la vidéo et de nos émissions que l'on faisait avec les radios. Donc c'est en fait un gros support, si vous voulez, aux films et aux émissions radio. Donc grosso modo, il y a 5 heures d'image sur ce site internet. Donc il y a eu quand même un beau succès sur ce site internet. On va jusqu'à 135 000 visites à peu près par an, donc ce qui est pas anodin. Et on a eu par exemple 16 000 visites en un mois. Donc ça c'était un premier succès. Deuxième succès, c'était évidemment le retour qu'on a pu en avoir de nos clients. C'est-à-dire par exemple l'exemple d'une grande surface qui a dit « Moi j'ai aimé le site internet parce que ça m'a permis en quelques clics de connaître les entreprises, de connaître le visage des chefs d'entreprise et les produits qu'ils proposaient. » Donc ça, évidemment, quand on a un retour comme ça, on est assez content de notre travail. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, c'est la création en 2012 du compte Facebook. Alors, évidemment, il a fallu attendre que Facebook se démocratise un petit peu pour que ça touche le plus de monde possible. Donc aujourd'hui, sans budget pub, et sans achat de fans, on a 3000 followers. Donc c'est un outil de communication qui compte. C'est un outil marketing qui nous permet aussi de mieux cibler le client. Nous, on sait qu'on a comme followers 50% d'hommes, 50% de femmes, entre 35 et 54 ans. Mais on n'a que 2% de fans entre 18 et 24 ans. Donc conclusion, c'est une cible à conquérir. Donc Facebook, c'est vraiment un bel outil. Des succès en chiffres aussi sur le site de Facebook. On a une vidéo, par exemple, qui a touché 35 000 personnes, qui a été vue à 13 000 fois. Ça, c'était sur la présence du comité sur le salon de l'agriculture. Ça a été aussi une vidéo sur le poulet du Bourbonnais, qui a été vue qui a eu 8 000 vues, et qui a touché 20 000 personnes. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Troisième exemple, 2018, la Web TV numérique.
On va faire quelque chose sur la foire de Moulins. Je vous rappelle les dates quand même, 2 ou 11 février. On va mettre en place un studio télé. Et ce studio télé, on va le mettre en place avec Chouette TV, qui est une télé numérique. Donc on va faire de l'image qui va être uniquement retransmise sur la web TV de Chouette TV. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire avec aussi Bouge-toi Moulin, on va avoir des associés. Donc ces émissions seront diffusées en direct. Et en podcast, évidemment, on les récupérera et on les mettra sur les réseaux sociaux. Donc au programme, il y aura des concours culinaires, des recettes de cuisine, par les chefs locaux et par les chefs de la restauration collective. Il y aura également des tables rondes sur différentes thématiques, produits d'alliés, les métiers de l'agroalimentaire, la restauration collective, les produits locaux, la connaissance des produits, tournée en public. Et je me dis que ce serait une belle occasion de faire un apéro aussi sur ce beau stand qui fera 100 mètres carrés. Voilà. Merci. Des questions pour... Alors j'ai entendu moi qu'il y avait un concours de chef pour la foire, et pourquoi pas finalement un concours de particulier? Parce qu'il y a des tas de gens qui aiment cuisiner, et souvent, oui, il y a des chefs où on y assiste. Alors ça tombe bien, c'est un peu prévu. Ah d'accord. Il y aura des concours notamment de pâté aux pommes de terre. C'est vrai que ça c'est intéressant de voir un petit peu si on a des jeunes générations qui vont se mettre un peu au cuisine, au fourneau. Et puis il y aura un jury sans doute avec la confrérie du pâté aux pommes de terre. Ça va faire partie des petites choses qui sont mises en place. Voilà. Des questions? Merci. Merci. Donc après la mise en valeur grâce au numérique des produits du terroir, que ce soit les produits de Saint-Pourçain ou plus généralement les produits de l'Allier, ce qui va accompagner ça, c'est de boire un petit peu et puis aussi, on va dire, les odeurs. Je vais laisser le pitcher suivant, donc parler des bougies de Charroux. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre Cornier, je n'ai pas donné mes droits sur cette photo. Elles sont sur les réseaux sociaux, donc c'est celle de LinkedIn. Je suis très heureux d'être là, merci Philippe de m'avoir invité, merci Pascal. Je n'ai rien préparé, donc je vais vous parler de ma vision du digital. Je m'appelle Pierre, donc j'ai 31 ans, je suis arrivé il y a 6 mois aux bougies de Charroux pour faire la 2e génération des bougies. Mes parents ont créé l'entreprise il y a 10 ans, ils ont eu la chance. Et j'ai eu la chance aussi, puisque j'en ai profité, de connaître une croissance d'entreprise qui était assez exponentielle. En 10 ans, 18 boutiques, en 10 ans, plus de 70 collaborateurs. Et on arrive à un moment de l'entreprise où il faut peut-être ralentir un peu et commencer à se poser les bonnes questions de qu'est-ce que le digital, nous, va nous apporter, puisque notre vocation à nous, c'est de produire à la main des bougies de qualité. Ça ne changera jamais. Par contre, comment je peux, moi, utiliser toute la technologie disponible aujourd'hui pour accompagner ma croissance et aller chercher de nouveaux clients. Donc la vision qu'on a du digital au Bougies de Charroux, elle est vraiment sur 2 aspects. Il y a un aspect qui est organisationnel et managérial, et un aspect qui est business marketing pur. Vous avez beaucoup parlé dans les interventions précédentes de l'aspect marketing, business, qui sont nos clients, comment on va les chercher avec cette petite appli, par des solutions CRM, comment je vais les chercher sur Facebook. On a exactement les mêmes problématiques. Ce qu'on essaye de mettre en place, nous, aujourd'hui, pour aller plus profondément dans cet aspect marketing, c'est d'abord l'organisationnel. Comment, moi, en tant que directeur d'entreprise, ayant des magasins au Canada, à Londres, en Belgique, aux 4 coins de la France, comment je peux me rapprocher de mes équipes, les aider à mieux commander leurs câbles, à mieux vendre leurs produits, à apporter le vrai message des bougies en étant à des kilomètres de distance. Alors chez nous, ça a pris plusieurs actions. On a mis en place, par exemple, je vais faire de la pub à Microsoft, j'en suis désolé, c'est pas du tout mon propos. On a mis en place une solution, ce qu'on appelle Full Cloud, tout hébergement cloud, Office 365. Et en 2018, l'intégralité de nos boutiques vont être équipées de solutions de visioconférence absolument pas chères pour des entrepreneurs comme nous. On va payer 5 € par utilisateur et par mois. Et on va pouvoir faire des visioconférences avec l'intégralité de notre boutique, puisque le cœur de notre business model à nous, c'est d'avoir nos propres boutiques. Donc d'avoir nos propres employés à gérer à 10 000 km de distance. Donc pouvoir leur apporter nos nouvelles méthodes de vente, nos évolutions produits, nos nouveaux produits, en face à face. Et ça, c'est une première étape du digital. Avec autre chose d'un point de vue organisationnel, on a eu la loi de finances, j'imagine que certains d'entre vous vont y passer, comme moi, ceux qui ont des points de vente. La loi de finances vous oblige aujourd'hui
à avoir l'intégralité de vos ventes dans les 10 dernières années mis dans un congélo et on n'y touche plus. Et dès que le fisc arrive, on doit pouvoir les ressortir. Donc ça implique pour des gens comme nous de changer l'intégralité de nos logiciels et dépenser des milliers d'euros. Plutôt que de le prendre comme une contrainte, chez nous, ça va être une formidable opportunité de tout passer ce réseau dans le cloud et de pouvoir, in fine, à la fin, être beaucoup plus proche de nos collaborateurs et de pouvoir manager notre boîte depuis un simple téléphone portable. Pourquoi ? Parce qu'on va repenser nos process, faciliter la vie de nos collaborateurs, ils vont pouvoir commander les produits à la semaine, les bougies qui leur manquent, de façon beaucoup plus intuitive. Nous, en tant que patron, on aura une vision très synthétique de tout ce qui se passe dans la boutique et on pourra leur donner du temps humain. Donc, pour nous, l'aspect organisationnel est hyper important parce qu'à la fin, ce qui nous manque, c'est du temps. Et tous ces outils-là vont nous permettre, in fine, de gagner énormément de temps et de consacrer à nos collaborateurs. Notre plus grand enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a des gens hyper motivés, mais qui ont très peu d'expérience. Donc, si on ne leur consacre pas du temps pour grandir, et ça, il y a uniquement le digital qui nous le permet, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment la démarche organisationnelle que je voulais mettre un petit peu en avant, puisque j'ai entendu parler beaucoup de business. Et simplement pour terminer, au niveau business pur, dans des points de vente, ce qui nous intéresse de plus en plus, aujourd'hui, ça va être de savoir exactement qui vient dans notre point de vente. Est-ce qu'il a déjà acheté ailleurs ? Pourquoi il est venu ? Quels étaient ses parfums préférés ? Et on a investi cette année plus de 70 000 euros, qui est une somme assez conséquente pour nous. C'est le premier projet que l'on fait très sincèrement, et qui ne nous rapporte aucun cash tout de suite. On arrive à cette taille d'entreprise où là maintenant il faut commencer à donner les sous et avoir des résultats dans 3 ans. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On met en place toute cette base-là pour que d'un point de vue suivi commercial, développement d'offres, on puisse y arriver dans 2 ans, 3 ans, avoir une base complète de clients, à pouvoir faire de l'offre promotionnelle, à pouvoir réagir à des Black Friday, à pouvoir réagir à des cartes de fidélité, des choses comme ça, qui sont très très possibles, mais qu'aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, peuvent se faire d'un claquement de doigts. Et c'est accessible à des PME, et c'est le message que je voudrais porter. Avec pas tant de moyens que ça, on peut avoir des moyens de grands groupes, et voire même bien plus performants, parce que dans un grand groupe, avant d'avoir convaincu les 10 000 personnes qui y travaillent, c'est un petit peu difficile. Nous, on est 60, le changement se porte beaucoup, beaucoup plus facilement. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir apporté aussi cette facette du numérique qui est très importante. Moi-même, je travaille, en plus de Connecting Bonbons, dans une entreprise multinationale donc américaine. On fait la gestion de la paie et ressources humaines, donc c'est vraiment au cœur, la transformation digitale est au cœur donc, de notre métier. Et vraiment, ce que l'on voit, c'est que digitaliser une entreprise, ce n'est pas simplement mettre un site web, ce n'est pas un projet, c'est un changement de culture profond de l'entreprise pour 2 raisons. Pour une raison, comme tu l'as dit, parce que ça change, les canaux vont changer, il y a des nouvelles opportunités, il faut savoir les saisir très rapidement. Ça permet aussi, par des automatisations, par des chiffres, par de l'accessibilité à distance, d'être plus proche de ses collaborateurs. On parle beaucoup de bienveillance du management, et ça, on en a besoin, donc ça aide aussi énormément dans ce niveau-là. Mais surtout, ça permet de saisir des opportunités, qu'aujourd'hui on avait beaucoup de mal, et on peut les saisir beaucoup plus rapidement par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc la digitalisation amène toute cette transformation qui n'est pas simplement les outils techniques, ça c'est les bases, ce sont les outils, mais surtout c'est l'accompagnement des entreprises à ce changement. On le voit dans les grandes entreprises, pour les grosses entreprises proches de nous, c'est Michelin. Michelin a fait tout un plan de changement de culture, de transformation du management pour justement prendre ce virage-là. Les hôtels Accor ont complètement changé leur vision. Avant, un patron d'hôtel, c'était un financier. On lui demandait d'avoir un bilan financier et que chaque hôtel dégage un bénéfice. Et ils sont simplement aperçus, le taux d'occupation et donc la recette chutait. Et le financier, il peut faire tout ce qu'il veut si l'argent ne rentre pas. Pourquoi ? Parce qu'avec des plateformes type Booking.com, avec tous les commentaires, les gens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on regarde ? On cherche un hôtel, n'importe quoi, on regarde les commentaires, les étoiles, la réflexion, il n'y a pas 5 étoiles, etc. Et on va là-haut. Et eux, ils ne regardaient pas ça. Ils ont complètement changé, ils ont formé, changé, ils n'ont plus de directeurs qui soient des financiers. C'est-à-dire que la digitalisation leur a permis de réduire au minimum toute la partie financière à faire opérationnelle du moment. Et ils ont plutôt embauché des gens qui font attention, qui sont à l'attention des consommateurs. Et leur objectif aujourd'hui, les gens sont objectivés sur la satisfaction du client. Et ça transforme énormément et ils sont en train de remonter. Donc c'est vraiment très important. Des questions pour Pierre ? Avant de passer, on déborde complètement.
intéressant, c'est difficile de couper. Question. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer le gain de temps digital? Alors, moi, je suis arrivé il y a 6 mois dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, je passe énormément de temps. Je sacrifie mon temps et je ne vois pas mes collaborateurs. Je compte sur mes parents qui sont là pour assurer le quotidien, pour pouvoir mettre ça en place. Mais juste d'avoir mis en place une messagerie corporate, enfin j'en parle corporate entre guillemets, et du Skype, ouais, je pourrais déjà le chiffrer en dizaines d'heures. Déjà. Et demain, je peux vous le chiffrer tout de suite. Aujourd'hui, mon mécanisme de commande me prend une journée effective de temps pour 3 personnes, ce qui demain me prendra environ 1 heure pour une personne. Et demain et dans 3 mois. Simplement parce qu'on automatise ce qu'on n'a pas besoin de faire. Et le message que je veux porter derrière, ça n'implique pas qu'on va virer les gens, bien au contraire. Ça implique qu'on va les faire monter en compétences ailleurs. Mais entre guillemets, ça m'embête de payer les gens à réécrire 3 fois la même commande, alors que je pourrais les mettre sur des tâches vraiment plus sympas pour eux, pour grandir, et qui seraient une meilleure valeur ajoutée pour l'entreprise. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Alors, il y a... Oui. Alors, c'est deux. Alors, il y a une partie matérielle, une partie matérielle. La partie matérielle, entre guillemets, c'est le consulting. Tu vas payer un gars 1000 € la journée pendant 30 jours, il va te dire, tu as besoin de 30 jours. Bah voilà, ça fait 30 000 €. Et après, l'immatériel, et c'est la beauté du cloud, pour les gens qui bossent dedans, c'est que eux, ça a déjà le bénéfice qu'ils vont faire à la fin de l'année. Je vais tripler mes cotisations mensuelles dans mes boutiques. Comment je le finance? Cette partie-là de loyer, ben, je pars du principe que si je ne suis pas capable de le générer par mes boutiques, c'est que mes boutiques ne sont pas viables. Par contre, la partie consulting, ici, je suis assez surpris, vous avez l'OPCA, toutes les OPCA, il y a beaucoup de formations dans ces logiciels. Très sincèrement, on profite de budgets qui ne sont pas pris par les entreprises. Je suis assez surpris, moi je suis très friand de formation. Aujourd'hui, on a quand même réussi à débloquer en 6 mois, je suis arrivé à 6 mois, j'ai débloqué 10 jours de formation Sage à mes collaborateurs, 15 jours de formation sur de nouveaux logiciels qu'on achète. C'est des budgets qui existent, qui sont là, il faut juste aller les chercher. Et souvent dans ces formations de consulting, la moitié de ce qu'on vous vend, c'est de la formation. Donc vous pouvez passer une partie de votre financement là-dessus. Et après, le reste, on le finance soit sur des fonds propres, soit sur des lignes de crédit. Et la moitié au moins de votre projet, vous pouvez, la partie consulting, vous pouvez le passer en formation. Non, bah, ça dépend. Enfin, on a la chance d'avoir une entreprise saine, c'est toujours pareil, j'imagine. Après, nous, ça multiplie par 10 ce genre de... Je vais être obligé de... On pourrait continuer. Non, je suis désolé, parce que sinon, ça va durer. Mais je pense que l'Auvergne-Rhône-Alpes entreprise peut éventuellement répondre à ce type de questions. On en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais juste pour un point de raccord. Le pitch suivant. Là, Sylvain n'a pas pu venir. Donc, on reste dans l'alimentaire. Donc là aussi, c'est la tradition, puisque c'est une entreprise qui a été créée en 1852. Voilà. Et qui aussi... Michaï, désolé. Pas Chelaï, c'est pas grave. Bon, je suis allé bien en face une. C'est tombé sur nous. Oui, donc je m'appelle Gilles Michaï et pas Chelaï. Et je dirige la confiserie Moinet qui est sur Autrive. On est fabricant de pastilles du bassin de Vichy, de pâtes de fruits d'Auvergne, de sucre cuit, donc du sucre d'orge de Vichy, donc des produits du terroir. Depuis 1852, effectivement, on a 5 boutiques aujourd'hui en propre, 3 à Vichy, une à Paris, une à Clermont-Ferrand. Et nous faisions l'essentiel de notre activité on produit la marque de distributeur. Et donc, Moinet 1852, on est quand même assez loin du digital. Jusqu'à cette année. Bon. Alors, les souvenirs du digital, oui, je vais peut-être avoir un témoignage un peu différent des autres intervenants. Le digital, moi, mon premier souvenir, c'est qu'on a créé un site. On a fait un site il y a 20 ans à peu près, parce que c'était le démarrage, c'était un peu la mode, on a voulu se faire plaisir. C'était un site vitrine, et je me souviens une personne s'en occupait.
et que parfois on découvrait 2 mois après qu'un internaute nous avait posé une question. Bon, c'est la vision que j'avais du digital. D'ailleurs, j'ai personnellement pas d'ordinateur sur mon bureau encore, hein, pour vous dire que je ne suis pas l'homme de la situation. Mais cette année, en fait, ce qui a changé, c'est qu'on est passé, on a baissé le poids de la MDD dans notre activité, puisqu'on fait à peu près maintenant 35% de nos ventes à la marque Moinet, que ce soit dans nos magasins, mais surtout en grande surface régionale, la grande région. Et puis, on a voulu rentrer quand même dans la modernité, parce que Internet, c'est la modernité. Et il s'est trouvé que mon fils nous a rejoint, qui a 26 ans, et que son amie travaillait, parfois les choses tiennent un peu, elle travaillait à Paris sur un site Internet. Donc elle savait vraiment faire, donc elle a intégré l'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes sur Facebook, sur Instagram depuis avril-mai. Apparemment, ça fonctionne très bien et on est en train de faire un site internet marchand. Non, je dis apparemment parce que je ne m'occupe pas directement, vous l'avez compris. Et on est en train de créer un site marchand qui va être fini là très prochainement. À la fin du premier trimestre, on aura 40 références et une centaine à la fin de l'année. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais pour moi, dans mon esprit, c'est largement autant une manière de communiquer, d'image, de prendre le train qu'il faut prendre parce qu'on ne peut pas être à côté de ça. La rentabilité, on verra, c'est un peu secondaire. Moi, je trouve que c'est pas très cher à faire. Un site internet marchand, Facebook, Instagram. Donc voilà, on le fait, ça va marcher, tant mieux. Mais c'est de l'image et de toute façon, il faut le faire. Donc voilà, je n'ai pas de chiffre là-dessus à vous donner parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Et vous l'avez compris, c'est pas moi qui m'en occupe. Merci Gilles pour ça. Il y a un point qui est important, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que vous disiez au début, on a fait un site, mais personne ne s'en occupait. Un site internet maintenant, c'est comme sa vitrine, il faut l'entretenir. Et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière quand il y a un client qui rentre. D'où ce qu'on dit, c'est qu'il y a une transformation, puisque ce n'est pas le même canal, on ne voit pas rentrer ding ding, il n'y a pas la sonnerie en entrée. Donc il y a d'autres mécanismes et d'autres organisations à mettre en place aussi pour pouvoir en tenir. Et surtout, les gens demandent beaucoup plus de réactivité encore et ça peut déraper beaucoup plus rapidement. Merci. Des questions ? Donc là, le pitcher suivant, et c'est bien, on a des entreprises, on va dans le numérique, mais c'est bien aussi de se retrouver à des endroits, de permettre aux gens de se retrouver, de collaborer, d'échanger, des fois de tester. Donc c'est un petit peu le but des tiers-lieux, des coworking. Donc j'en parle en cause puisque on anime le coworking de Moulins. On a déjà une petite start-up qui lance des sites web très bien faits et pas chers. Je ne donnerai pas le nom, mais vous pouvez passer au coworking de Moulins puisqu'ils sont basés. Et donc je vais demander à Vincent de venir puisqu'il va nous parler d'un projet de tiers-lieu, donc à l'éco-centre de Varennes-sur-Allier. Merci. J'ai pris mes pompes, je vais essayer de ne pas trop m'en servir. Merci pour le nom éco-centre, c'est celui qu'on donne, mais c'est celui qu'on n'arrive pas à utiliser. D'un point de vue numérique, on a aussi beaucoup de travail d'un point de vue communication, parce que l'éco-centre, c'est l'ancienne base aérienne de Varennes-sur-Allier, que tout le monde appelle encore base aérienne de Varennes-sur-Allier. On a toujours les barbelés à l'entrée, les panneaux défense d'entrée, on a également toujours les panneaux DA 277. Et pour bien faire, on a créé une société publique locale, SPL, qui s'appelle SPL 277, pour bien rappeler que c'était le détachement aérien. Donc, d'un point de vue communication, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de travail. On a un site internet, moi-même je ne vais pas dessus. Donc, mais ça c'était l'aparté pour rappeler un petit peu le numérique. Donc
Donc la SPL a été créée suite à la fermeture de cette base aérienne. Et on a besoin de beaucoup d'optimisme, ce qui est la demande d'aujourd'hui, puisqu'on devrait, l'objectif est de recréer les 350 emplois qui ont été supprimés et d'apporter un certain nombre d'entreprises sur le site qui fait 27 hectares, dont 72 000 m² couverts. Donc 72 000 m² de bâtiments, la plus grande partie des hangars de stockage, et dans ces hangars de stockage, on a des piliers et des tôles, et à peu près tout. Donc on a beaucoup de réhabilitation à faire, donc c'est le premier objectif de la SPL, réhabiliter le site d'un point de vue bâtiment, mais également on a, grâce à un contrat de redynamisation de sites de défense, donc le ministère de la Défense qui nous apporte un certain nombre de financements, on a des projets. Dans ces projets, on a un projet de réhabilitation de bâtiments, donc on a un projet démonstrateur, donc là dans l'idée, on se rapproche un petit peu de l'idée de co-construction, de coworking et tout ça, puisque l'idée c'est de réfléchir en amont avec un certain nombre d'architectes, un certain nombre d'entreprises du bâtiment, à ce que pourrait être le futur bâtiment, plutôt que de dire nous, on va faire un bâtiment comme ça, on prend un architecte et on veut ça, c'est de dire vous, les futurs utilisateurs, les entrepreneurs qui vont le mettre en œuvre, comment vous verrez ce bâtiment. Donc ça, c'est une première partie, un premier projet, donc le chantier démonstrateur, sur lequel on compte faire de la formation sur chantier, qui se fait très peu pour le moment et très peu dans l'Allier, voire dans l'Auvergne, donc d'amener les entreprises à se former sur leur propre chantier, en disant, oui, vous savez peut-être faire, mais il y a quand même des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, et donc formez-vous, c'est gratuit pour vous, et vous allez apprendre pas mal de choses. Une plateforme de rénovation énergétique qui est prévue également, c'est le troisième chantier. Un petit quatrième qui est, voilà, je savais que j'en avais besoin. Toute la filière bois-énergie, pardon monsieur Marquis, j'aurais dû y penser, puisque sur le site, peut-être qu'il interviendra, qu'il aura un petit mot, mais on a la société GBA 3 Bois qui fabrique du granulé, donc qui prend déjà pas mal d'espace sur la zone écocentre. Et le cinquième volet est la création d'un tiers-lieu. Ce tiers-lieu qui sera dans le bâtiment démonstrateur, donc tout se recoupe. Tiers-lieu avec espace de coworking, pépinière d'entreprise avec, pourquoi pas, des entreprises avec ateliers, puisqu'on a la place pour mettre des bâtiments, dans les bâtiments pour mettre un certain nombre d'entreprises et d'ateliers. Et un Fab Lab orienté bois, puisque on est sur le pôle bois départemental, donc j'aime pas trop utiliser ce mot, c'est pour ça que pour le moment je ne l'ai pas utilisé, mais parce que dans le pôle bois départemental, il y aura une plateforme de rénovation énergétique qui n'a rien à voir avec le bois. Mais l'ambition au niveau du ministère était de créer un pôle bois. Et donc ce pôle bois, on va mettre un Fab Lab orienté bois professionnel, notamment particuliers, étudiants, écoles, chercheurs, pour pouvoir créer des projets. Donc on est là aussi dans la construction, co-construction, c'est-à-dire que par moment on consulte les entreprises, on consulte les autres Fab Labs. Je suis allé en formation à Toulouse il y a maintenant un peu plus d'un mois pour être un peu plus performant sur tout ce qui est Fab Lab, parce que j'avoue qu'il y a 6 mois je n'avais jamais écouté parler de ce mot. Donc s'il y en a d'autres ici qui n'ont jamais écouté, c'est laboratoire de fabrication. Donc on met à disposition des machines, les plus classiques, imprimantes 3D, découpe laser, etc. Et donc on est en co-construction de ce projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas si on va prendre des petites machines qui font 5 000 € et c'est déjà des grosses d'ailleurs, quelques milliers d'euros pour faire des petits produits ou aller sur vraiment du prototypage industriel. Et on a l'avantage d'avoir justement des financements et pourquoi pas aller chercher des machines qui permettent de sortir d'un point de vue bois, des charpentes complètes, machines à plus de 6 mètres de long, 400 000 € pour pouvoir aller sur du prototypage vraiment industriel. Et donc on est preneur de tous les porteurs de projets, de toutes les bonnes idées, puisque jusqu'à présent on est dans une phase d'idée, de co-construction, et on n'est pas encore dans la production. Merci. Donc c'est un projet aussi très intéressant, puisque ça va un peu dans le sens aussi du numérique, de la collaboration, de partager. Donc vous parliez effectivement de coworking, donc maintenant il commence à y en avoir plusieurs dans le département, donc c'est une bonne chose.
des Fab Labs aussi, hein, on a des représentants du Fab Lab de Moulins, qui existe depuis le début, enfin il y a 2 mois à peu près, 3 mois, l'inauguration a eu lieu. Voilà, donc il y a aussi tout un écosystème qui tourne autour de ça au sein de l'Allier. Et ce qui est intéressant pendant ces EPRO, c'est de voir justement au lien à travers tous ces optimistes, tous ces projets qui montent. Maintenant, c'est de créer un petit peu des connexions entre tout ça. Donc c'est un peu aussi la mission de Connecting Bourbon, c'est un peu pour ça, donc de relier, de voir comment les gens peuvent travailler ensemble et s'aider, puisque aujourd'hui ça devient de plus en plus important. Des questions pour Vincent? Merci. Donc, je vais demander à Aurore de venir, oui, qui va nous parler aussi d'un projet complètement numérique. Là, il n'y a pas de... Ça ne se touche pas. Hein. Si. Bonjour à tous. Merci. Ouais, Donc bonjour à toutes et à tous, donc, je m'appelle Aurore Boivinet, j'arrive de Clermont-Ferrand et je viens vous parler du projet DICT, qui est un outil numérique, un outil en ligne qui va permettre aux éditeurs de maîtriser toute la partie rédaction et mise en page sur tout le process éditorial et de diffusion. Donc je comprends que tout ce que je viens de vous dire est un peu compliqué. S'il n'y a pas des professionnels de l'édition dans la salle ce soir, est-ce qu'il y a des professionnels de l'édition dans la salle ce soir? Ah, voilà. Bon, donc vous êtes dans quoi? On fait une plateforme numérique de livres pour enfants. Et donc, ok, donc, mais vous les imprimez ou c'est juste... Non. Donc c'est que en ligne, d'accord. Donc moi je m'adresse aux gens qui sont encore avant l'ère du digital, qui impriment encore du support papier ou qui sont en train d'arriver sur le digital. Donc je vais essayer de vous donner un exemple concret pour que ça vous parle plus. Donc si on prend par exemple l'exemple des vins de 100%. Vous voulez donc plus communiquer, vous voulez éditer tous les mois une espèce de guide Michelin des vins de 100%. Vous allez avoir plein de contributions de vignerons, de clients potentiels, enfin voilà. Tout ça, ça va être du document Word. Vous, en tant qu'éditeur, il va falloir que vous vous occupiez de faire un début de mise en page. Donc vous allez dire, je voudrais que mon titre ressemble plus ou moins à ça, qu'il y ait des notes de bas de page, etc. Donc ça va être la mise en page. Et ensuite, vous allez devoir aller voir un graphiste qui va utiliser un logiciel qui s'appelle InDesign et qui va faire la mise en page, page après page, de tout votre guide Michelin de 100%. Ça va prendre du temps et donc ça va coûter beaucoup d'argent. Et pour des petits éditeurs, c'est une donnée économique qui est difficile à gérer. Après, en plus, comme vous voulez vendre aux États-Unis et en Chine, vous allez vouloir peut-être vendre votre guide Michelin par Amazon en impression à la demande. Vous allez devoir retourner voir votre designer qui va vous refaire la mise en page pour Amazon. Si après vous voulez faire traduire votre guide Michelin en chinois ou en anglais, vous allez de nouveau aller voir votre designer qui va refaire une mise en page, page par page. Et si vous voulez passer au digital et rendre votre guide Michelin de 100% accessible en ligne, de nouveau, vous allez pour la 4e fois aller voir votre designer qui va vous refaire toute la mise en page, page après page. Donc, DICT, qu'est-ce qu'on vous permet de faire? On va vous permettre d'avoir votre document Word de base. Et en tant qu'éditeur, vous allez ce qu'on appelle baliser. C'est la 2e étape. Vous allez baliser votre texte. C'est-à-dire que vous allez avoir une barre d'outils en bas de votre écran. Et dès que vous voudrez qu'un titre apparaisse, vous direz là, je veux que ce soit un titre. Là, je veux que ce soit le nom de l'auteur qui soit souligné ou surligné, qu'il y ait un renvoi de page, etc. Et vous allez avoir une sortie PDF qui va être utilisable sur tous les supports possibles et imaginables. Donc vous allez pouvoir imprimer dans un joli format broché, que vous allez pouvoir imprimer en poche, que vous allez pouvoir mettre en ligne sur Amazon, que vous allez pouvoir mettre en ligne sur TripAdvisor, je ne sais quoi, enfin tous les supports possibles et imaginables. L'idée,
c'était de répondre on trouvait que les outils actuels et le fait de passer forcément par InDesign, ça manquait d'agilité, c'était très contraignant. Il y avait énormément d'allers-retours entre les différents acteurs de l'édition et de la diffusion. C'était un processus donc rigide, chronophage et très onéreux. Donc on a élaboré une solution qui est beaucoup plus agile, qui est beaucoup plus souple, qui permet à l'éditeur d'avoir dès le début du projet une vision très précise de ce que sera la mise en page, quel que soit le support qui sera utilisé. Et pour finir, je vais vous présenter le cœur de l'équipe. Donc, Madame Baker, qui est une éditrice aux Pays-Bas, qui a été une des premières à faire remonter ces problèmes de terrain. En fait, nous, on répond vraiment à un problème de professionnel. On répond à une problématique qui ne vous touche peut-être pas du tout, peut-être pas encore en fonction de comment se déroulent vos activités respectives, mais ce sera développé un peu plus après par Vincent qui vous parlera de Canva. En fait, c'est un des projets de Canva qui est de proposer des solutions digitales aux professionnels qui vont faire remonter un problème particulier, mais qui, d'un point de vue économique, est rentable pour les startups parce que, malgré tout, ça va toucher tous les acteurs de la profession, tous les éditeurs rencontrent ce genre de problème. Donc, c'est un spécialiste de la typographie et de la composition, et Jean-David est un ingénieur informatique également. Voilà, j'en ai fini pour... Au niveau d'utilisation, c'est un logiciel acheté ou un abonnement donc ça... Alors, c'est pas un logiciel, c'est un site internet. Et vous avez deux options, ou bien vous payez juste pour la mise en page de votre guide Michelin pour l'année, et vous ne payez donc qu'une seule fois que vous éditiez un guide de 5% ou 3 millions de guides de 5%. On a une une bibliothèque une forme de mise en page différente. Et si vous voulez avoir vraiment une mise en page bien particulière, c'est Bas qui s'en occupe. Et vous lui dites, voilà, pour mon guide de 5%, je veux telle mise en page, avec telle chose à tel moment, etc. Et il la créera sur mesure pour vous. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir votre mise en page que vous allez pouvoir reproduire à l'envie, donc quel que soit le support, et surtout d'année en année, votre charte, elle sera faite. Voilà. Merci. Une question. Moi, je suis designer graphiste, donc c'est peut-être ma question un peu augmentée. Comment, après, c'est là tout le travail de créativité derrière lui est proposé en fait une source de... Ouais, Quentin, je vais être obligé de te couper un peu parce que... Mais c'est pas lié à ta question. Je te propose de voir avec Aurore après directement. Désolé, mais je suis un petit peu... Ouais. Merci. Le plan revoir était vraiment complètement dans le numérique. Et c'est aussi des outils qui peuvent aider donc chacun de soi dans son travail de tous les jours. Dernière étape, tous des héros. Donc le but ici, c'est d'ouvrir. Donc vous avez entendu beaucoup d'optimistes, de gens qui ont des projets, des idées. Donc là, c'est une petite session qui est ouverte. Venir pitcher si quelqu'un veut partager quelque chose. Donc je sais qu'il y en a déjà un, il y en a un deuxième. N'importe. Bon. Bonsoir à tous, bon, c'était pas prévu. Merci à M. Bigot de nous avoir invités. Donc moi je représente la société VegaWeb. Donc on s'inscrit dans le thème de la soirée puisqu'on a créé l'application bonplanlocal.fr qui a pour objectif de mutualiser tout ce qui se passe sur un territoire. Donc en fait l'idée principale que l'on a eue, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui arrive sur un territoire puisse retrouver sur la même application tout ce qui se passe, aussi bien sur la notion de collectivité locale, associatif, particulier et entreprise. D'ailleurs, si vous allez sur la plateforme Bonplan, vous retrouverez les produits de l'Union des vignerons. Et petit à petit, l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse participer à la valorisation de son territoire, parce que n'étant pas moi de la région, quand je suis arrivé, beaucoup de gens me disaient, dans l'Allier, il n'y a jamais rien qui se passe. Alors qu'il y a beaucoup de choses. Et voilà, il y a beaucoup de choses, mais encore faut-il le faire savoir. Et du coup, l'idée qu'on a eue, c'est de mutualiser
tous les adhérents de la plateforme, via soit chacun, comme M. Bigot peut avoir, ou la communauté de communes de 5% avec un certain nombre de mairies, tous les sites internet qui sont interconnectés par un système mutualisé, mais également tout le monde associatif, puisque dès l'instant qu'une association, par exemple, je suis également adhérent du golf de 5%, il y a donc notre président qui est là, dès l'instant où il y a des compétitions au golf, dès l'instant où ces compétitions sont indiquées sur le site, elles sont automatiquement repartagées sur l'ensemble de la plateforme. Et petit à petit, aujourd'hui, sur la région de Saint-Pourcinois, ça représente à peu près 49 000 personnes abonnées à la newsletter qui reçoivent toutes les semaines. Et on retrouve l'ensemble des animations qu'il peut y avoir et tout ce qu'il y a à découvrir. Et petit à petit, l'application se développe, je dirais, à l'extérieur, puisqu'on est en train de couvrir un petit peu la Haute-Loire, petite partie du Puy-de-Dôme. On est partenaire également sur Nevers avec la radio Nevers FM. On est également partenaire sur Decize avec la radio qui est sur Decize. On est partenaire avec TV News également sur 5%. On est également partenaire sur une autre TV sur le Puy-en-Velay. Donc petit à petit, voilà, tout ça est en train de se mettre en place. La société est tout simplement basée à Verneuil-en-Bourbonnais, donc juste à côté. Et l'idée de base, ça a été créé à l'époque en partenariat avec Bernard Coulon. L'idée, c'était de valoriser le Saint-Pourcinois et de faire en sorte de mutualiser tout ce territoire. Et aujourd'hui, tout ça est en train de se développer. Voilà. Super. Merci. Bonsoir à tous, merci de me laisser l'occasion de vous présenter ce projet. Alors Vincent Bouissou, je suis directeur d'une agence de développement web et mobile située à Vichy qui s'appelle 3.0 et je participe également à une initiative qui s'appelle Canva et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Je fais le lien avec Aurore qui vous a présenté le projet DICT. Alors qu'est-ce que Canva? Canva, c'est d'abord une équipe d'experts qui ont pour ambition d'accompagner des projets qui sont en toute première phase d'idée ou de création, afin de les porter vers la pérennité. Alors, quel projet? Des projets avec une composante métier, et du coup, DICT est vraiment le meilleur exemple qu'on peut trouver. Une problématique métier portée par un expert. On a vu un expert en édition, une experte en édition, un expert en typographie, et on apporte une solution à cette problématique, on apporte une solution technologique, mais également un accompagnement sur la création de la société, de la structure, et on essaye de permettre à la société de trouver son marché le plus rapidement possible. Notre ambition, c'est de pouvoir le plus tôt possible présenter le produit à son marché et vérifier immédiatement la pérennité du projet. DICT est un projet qui s'est monté sur un mois, d'une idée qu'on a eue lors d'une réunion, avec un expert qui était là, avec d'autres experts techniques qui ont pu tout de suite imaginer la réponse. Et aujourd'hui, c'est une société qui existe, qui commence sa vie, et on est fiers de la porter. Donc voilà, Canva, on a un site qui est canva.io, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et d'autre part, c'est aussi un appel pour tous ceux qui ont une problématique métier, pour tous les experts métiers, dans le viticole et dans toutes les professions que vous pouvez représenter. N'hésitez pas à nous voir. On a des solutions que parfois vous n'imaginez pas, et on serait ravis justement d'accompagner vos projets. Effectivement, aussi la beauté du numérique, c'est d'apporter des solutions qu'on n'attend pas forcément. Et donc surtout, il faut partager aujourd'hui, c'est aussi le monde. Si on a une idée, il faut la partager, il ne faut pas la garder pour soi. C'est la première erreur à faire quand on a une idée, c'est de la garder pour soi. Donc il faut la partager et il y a des gens qui sont prêts à les écouter et des fois amener justement des solutions à laquelle on n'attend pas du tout. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir partager son optimisme? Je sais que vous êtes tous des optimistes. Je sais pourquoi, parce que vous attendez de passer dans la phase suivante. Je voudrais aussi, on a l'honneur d'avoir Véronique Pouzadou qui est venue. Vous invitez peut-être à venir exprimer quelques mots. Une chose importante, puisque vous êtes la présidente de la Comcom, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, bonsoir à tous. C'est ma première fois. Oui, ça vient de passer. Oui. Bon, merci pour votre invitation. Moi, je vais essayer de faire comme tout le monde, mais sur le territoire. Oui. Chose très courte, maire de Gala, on a lancé une page Facebook. On va arriver à 1000 adhérents en un an. Je fais 1 minute 50 sur le JT de TF1. On fait 12 000 vues
photorepasse sur la main Facebook en moins de 24 heures. Donc ça veut dire l'impact. Donc l'impact, on sait que ça fonctionne et qu'il faut qu'on aille sur les progrès du demain. Nous, qu'est-ce qu'on a voulu à la communauté de communes? C'est de partir des marques. Les marques, c'est important. Donc la nouvelle Comcom, c'est 3 marques de 5%. On y est, on est dans un mot. La Sioule, qui est sur la partie pleine nature, et la Limagne, qui est sur la partie agricole et aussi richesse de la terre, et surtout dans la stratégie, on rentre dans la paille de la Limagne et la Limagne, dans tout ce qui va être de l'UNESCO pour faire des choses. Donc en gros, les élus, on n'est pas plus intelligents que la moyenne. Le but du jeu, c'est d'aller sur des choses qui fonctionnent et qui vont bien fonctionner. Donc, 1 an de travail. L'année de travail, ça a permis de dire, ces marques-là, on les aime, qu'est-ce qu'on décline dedans? Donc sur le 5%, il y a un plan vignoble. Sur la Sioule, il y a un plan touristique, pleine nature, excellence pleine nature. Sur la Limagne, c'est tout ce qui est richesse de la terre, paléontologie, etc. Aujourd'hui, les élus sont d'accord pour dire nos priorités, c'est-à-dire comment on décline à chaque fois nos projets de territoire, quels investissements on fait, pourquoi on les fait. Et maintenant, on passe dans la phase opérationnelle, c'est-à-dire on y va. Et la deuxième phase opérationnelle, et où on a besoin de tout le monde qui est ici dans ce que vous racontez et qui est intéressant pour nous, c'est comment on attend, on vend les choses, on les valorise, on les met en route, en ligne, pour que, très efficacement, dans moins de 2 ans, on puisse accueillir tous nos touristes, on puisse accueillir aussi toutes les personnes du territoire, mais surtout qu'en fait, on soit les premiers à nous décliner quand on nous trouve facilement tout de suite, qu'on soit référencé numéro 1. Voilà où on est, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Je vous libère, enfin. Donc, merci Yannick Pouzadou. Donc c'est important, effectivement. Nous-mêmes, en termes d'expérience, c'est grâce aux réseaux sociaux si on est là ce soir. Puisqu'on vient de Paris, on a une idée de venir sur l'Allier. Comment faire? Reprendre contact, parce que moi j'ai mes grands-parents qui sont originaires de Moulins. Je venais même, c'est ce que je disais, partager avec Christian, que mon grand-père achetait, je ne me rappelle plus du nom, une Marie-Jeanne, voilà, et que mon grand-père venait dans la cave. Et donc c'est aussi un retour pour moi assez important. Donc je crée un compte qui s'appelle Terre d'Allier sur Twitter, ce qui m'a permis de fil en aiguille de rencontres, donc de rencontrer le président de Bouge-toi Moulins et fil en aiguille de pouvoir ouvrir le coworking, créer l'association et d'être là ce soir. Donc c'est aussi important puisque ça permet d'ouvrir aussi le rayonnement d'un territoire, quelle que soit sa taille, sur le monde, puisque le numérique n'a pas de limite. Voilà. Et avant de passer, donc, vous pouvez suivre un petit peu de pub, Connecting Bourbon, tout simplement, pour rester connecté, mais aussi pour les suites, les autres apéros qu'on va organiser toute l'année. Donc on essaye d'en faire un par mois. Donc on l'a fait à 5%, on va peut-être le prochain retour un petit peu à la base, pour l'instant qui est à Moulins, dans le coworking, et puis après sur d'autres territoires. Si vous avez des idées, si vous avez des lieux, on est complètement au contraire, on les prend, on est heureux de les accueillir et de le faire. Je vous l'ai dit, ça a été vraiment une discussion de 3 minutes suite à un croisement avec Berlin-Coulon. On a pris la décision, on s'est dit que ça serait bien de le faire là, accueillir, on l'a fait, et je vois que c'est quand même un beau succès. Merci beaucoup. Christian, je te laisse.